surtout besoin des astuces de publication. Exactement. En tout cas, vous n'avez pas besoin de prendre de notes, je vais enregistrer. Très bien, super. Je vais enregistrer et je vais le mettre en ligne. Très bien. Je vais enregistrer et je vais le mettre sur ma chaîne YouTube et sur la page Facebook. Très bien. D'accord? Donc, normalement, nous allons faire l'analyse littéraire concept de base, mais d'après ce que M. Emile vient de me demander, vous avez surtout besoin de certaines astuces pour publication, donc nous allons voir à la fin si je... D'accord. Donc, d'abord, nous allons voir la relation entre théorie et pratique, théorie et approche. Théorie et approche, vous avez certainement dû entendre parler de théorie puisque vous êtes en littérature. La théorie, c'est en quelque sorte la façon de concevoir la littérature. La façon de voir la littérature. Par exemple, je vais pas m'étaler sur les exemples puisque nous allons aborder les théories en détail. On va dire le formalisme. Le formalisme, vous avez certainement entendu parler du formalisme. Selon vous, qu'est-ce que le formalisme? Vous préférez que je le fasse d'une façon magistrale ou interactionnelle? Non, ce qui vous met à l'aise. On fait le séminaire d'une façon magistrale, c'est-à-dire je lis, j'explique. Oui. C'est mieux. Oui. C'est mieux. Donc, prenons l'exemple du formalisme. Le formalisme, il a été érigé par des mathématiciens, des formalistes russes. Oui, les formalistes russes. Vladimir Prof, Jakobson. Non, Lévi-Strauss, c'est plutôt le structuralisme. C'est une vision anthropologique. D'accord? Donc, Vladimir Prof. Oui. Proust? Non. Donc, la façon de concevoir la littérature comme une fonction. La fonction, selon les formalistes, la littérature est une fonction. Fonction, c'est-à-dire qui engendre une nouvelle fonction, une autre fonction, pas d'une façon déterministe comme les mathématiques, comme l'algorithme, mais d'une façon, on va dire, intuitive. Donnons l'exemple. L'intrigue, en littérature, l'intrigue, c'est une passe une étape dans le schéma actantiel de l'histoire. Face à l'intrigue, il y a forcément un dénouement. Après l'intrigue, il y a un dénouement. Vous avez la situation initiale, intrigue, dénouement, situation finale pour schématiser. Oui. Donc, ce schéma actantiel équivaut en quelque sorte à un algorithme. C'est-à-dire chaque fonction va enclencher une fonction qui la suit. Si vous considérez la littérature ainsi, vous allez considérer la littérature comme étant un ensemble de fonctions. Donc vous allez analyser les fonctions. Analyser les fonctions en fonction de quoi? En fonction de la stylistique, en fonction de la grammaire, donc tout ce qui est en relation avec la fonction. Donc la théorie, c'est la conception du phénomène. L'approche, c'est la façon d'analyser ce phénomène. Nous allons directement enclencher l'étude génétique. Si on va considérer que la littérature se forme en 3 grands compartiments. Un compartiment humain, un compartiment structural et un compartiment de réception qui implique le lecteur. C'est-à-dire, l'humain, c'est la génétique. C'est comment se forme le texte littéraire. C'est la genèse, comment naît le texte littéraire. Donc, la problématique de la génétique, c'est comment le texte littéraire se constitue-t-il à travers ses avant-textes. C'est quoi un avant-texte? Un brouillon, un manuscrit, un journal intime, un entretien, une interview. Donc tout ce qui précède la formation du texte littéraire. Vous allez voir, parce que le texte littéraire en tant que structure, il est essentiellement fictif, essentiellement imaginaire. Oui. Pour analyser un texte littéraire à l'intention, ce qui nous intéresse, parce que généralement, le texte littéraire, c'est un texte communicationnel. Ce n'est pas qu'un texte esthétique. Parce que derrière chaque acte
qui est une structure du mental humain, derrière chaque acte, il y a forcément une intention. Certainement. On ne peut pas se détacher de l'intention en tant qu'humain. Oui. Donc, l'intention se manifeste encore d'une façon plus patente derrière la génétique que derrière la structure. Donc, si vous avez des questions, Oui. vous pouvez m'arrêter, me poser la question, je vais répondre. D'accord? Comment le texte littéraire se constitue-t-il à travers ses avant-textes, les brouillons, les manuscrits? Donc la logique est diachronique, comprendre le texte comme processus, non comme produit fini. C'est-à-dire comment il s'est produit, comment il est arrivé ce texte. L'objectif est de reconstruire la dynamique d'écriture, identifier les choix, les ratures, les hésitations, c'est-à-dire voir le brouillon. Dans le brouillon, l'écrivain, parce qu'on nous parle dans le contexte génétique, nous parlons bien d'écrivain et non pas d'auteur. L'auteur est un concept de la théorie de la réception que nous allons voir à la fin, et non pas de la théorie de la génétique. Donc la génétique, c'est l'écrivain, c'est l'homme. Il va faire des ratures, il va hésiter, il va choisir certaines formules, puis opter pour d'autres. Oui. Donc tout ce phénomène, constitue une dynamique diachronique, c'est-à-dire non pas synchronique avec l'évolution du texte. Elle est bien avant la création du texte. Donc vous avez les éminents théoriciens, vous avez Louis Hay, vous avez Helmut Grésillon, oui. On parle dans le sens d'une ébauche. Dans le sens une ébauche, vous pouvez appeler ça. C'est-à-dire avant le texte littéraire avant la création. Avant la création. Oui. Non, mais lorsque nous faisons l'étude génétique, nous avons l'œuvre en main. Déjà prête. Mais ce qui nous intéresse, nous, ce n'est pas la structure de l'œuvre, ce n'est pas le texte de l'œuvre. C'est bien le processus de la création de l'œuvre. C'est-à-dire nous allons chercher les brouillons, ce que l'écrivain a dit à propos de l'œuvre, ce qu'il a évoqué comme intention en relation avec l'œuvre, donc tout ce qui peut se révéler en dehors du texte fictif, en dehors du texte littéraire. Donc ici, pour schématiser, vous avez la théorie génétique, la méthode c'est la critique des brouillons, vous avez aussi l'objet, c'est l'avant-texte, n'est pas le texte. Vous avez les limites, le texte public versus le texte privé, c'est-à-dire le texte public, c'est le roman, c'est le produit fini. Mais ce qui nous intéresse, dans la limite du texte, c'est le texte privé, ce que l'écrivain a gardé pour lui, ses brouillons, ses journaux intimes. Donc, les approches, nous avons pris comme exemple ici le manuscrit de la grande maison de Mohammed Dib. Ici, Mohammed Dib hésite sur le nom de l'enfant. Il écrit Hamid, puis Mohammed, puis Omar. Donc, le choix n'est pas anodin. Le choix du prénom n'est pas anodin, parce que derrière le choix du prénom, il y a toute une sémiotique structurelle, ce qu'on appelle l'onomastique. Oui. Donc, le nom devrait évoquer quelque chose qui soit proche à la société ou à l'auteur, à l'écrivain lui-même. Oui. Donc, il a une signification. Il doit avoir une signification. D'accord ? Donc, ce dernier choix n'est pas anodin. Omar est un nom de résonance universelle dans la tradition arabe. Omar. Donc, Omar, c'est Omar ibn Khattab, automatiquement. Oui, d'accord ? Évitant l'ancrage tribal, trop spécifique, plus intéressant, une phrase raturée, une phrase dans le brouillon de Mohammed Dib qu'il a rayé, le brouillon disant Omar savait que son père était mort. Il a écrit ça, puis il l'a effacé, il l'a raturé. D'accord ? Dib a préféré la litote. Omar savait que ce bientôt ne viendrait pas. Donc la rature montre un mouvement vers l'implicite typique du style dibien. Donc le style dibien, si vous avez lu Mohammed Dib, le style dibien reste en dehors de la description mentale et faciale. Il s'abstient de la description
mentale et faciale de ces personnages. C'est vrai, il n'y a pas trop de description. Il n'y a pas de description. Exactement, oui. Donc, il est surtout sur l'acte et non pas sur la description. Non pas sur. Donc, si vous qu'est-ce que vous avez déjà choisi le corpus de votre thèse. Oui. Donc, si vous travaillez sur DIB, n'optez pas pour la description parce que vous allez trouver un corpus trop maigre. Ouais. Donc, la description faciale et physique et mentale n'existe pas chez DIB. Ou elle est trop maigre. Il y a une carence de description dans le texte dibien. Donc, pour l'analyse des variantes, comparaison systématique des états successifs d'un même passage, les variantes, nous sommes dans l'extrait de Dib toujours, l'exemple est devant vous. Dans l'extrait, la phrase « Elle sursauta, le bol qu'elle tenait trembla » existait d'abord comme « Elle sursauta », donc toujours, c'est une rature. Oui. Donc, sursauta et renversa la soupe. La variante transforme un accident banal renversé en un signe corporel. Ça exprime le même sens, sauf que... Donc, il est sur l'acte. Oui. Il est ancré dans l'acte. Donc, je cite Biasi, chaque variante est un micro-événement herméneutique. Et là, nous parlons d'herméneutisme, l'herméneutisme, c'est... connaissez-vous l'herméneutisme d'abord? Ça fait très longtemps qu'on n'a pas... Donc, c'est en relation avec une divinité, pour aller dans l'étymologie du mot, c'est en relation avec une divinité grecque qui est Hermès. Donc, l'herméneutique, schématiquement, c'est la lecture non conventionnelle de la structure, c'est-à-dire aller dans une lecture ésotérique de la structure. Ésotérique, c'est-à-dire non pas se fier au lexique, à la lexicologie, ni à l'énonciation, mais donner un sens symbolique allant au-delà du sens structurel conventionnel. J'espère que je l'ai expliqué avec pas trop de complexité. Oui, allez-y. Donc, la théorie structurale. Théorie structurale, vous avez entendu parler du structuralisme. Le structuralisme est survenu pour s'ancrer dans le texte, c'est-à-dire se renfermer sur le texte. La problématique est que le texte est un système clos. On ne va pas aller chercher ce qu'a écrit l'écrivain comme brouillon, ni aller vers l'approche historique de Sainte-Beuve, c'est-à-dire chercher l'influence des événements historico-politico, stratégiques, etc., tout ce qui touchait à l'environnement de l'écrivain. Non. Le texte est un système clos pour les structuraux. Pour les structuraux, le texte est un système clos. La problématique de l'étude structurale est comment les éléments se signifient-ils par opposition et corrélation au sein de la structure. C'est le texte, par le texte et dans le texte. Donc les objectifs est de déceler le fonctionnement interne du texte, évacuer l'auteur et l'histoire, c'est-à-dire ne pas chercher les éléments extra-textuels, et pour se contenter sur l'immanence du texte. Vous avez les éminents théoriciens, vous avez Roland Barthes, Claude Lévi-Strauss et Tzvetan Todorov. Pour cette approche, la structure n'est pas une forme, c'est le contenu lui-même appréhendé dans son organisation, selon Barthes. C'est-à-dire rester dans le texte, ce que définit Barthes comme par son expression très connue, l'auteur est mort. Une fois le texte est produit, l'auteur est mort. C'est-à-dire, n'allez pas chercher ce que l'auteur voulait dire. Vous avez devant vous une structure, analysez la structure par elle-même et à travers elle-même. Donc, n'allez pas chercher les intentions de l'auteur.
ce qui est, je vais ouvrir une parenthèse ici, ce qui n'est pas totalement faux est faux à la fois. C'est-à-dire que l'énonciation oblige, l'énonciation qui est une approche structurale pour certains post-structurales, d'accord? L'énonciation en elle-même ne peut pas donner de sens au texte si elle n'est pas prise dans son contexte macroscopique. Parce que si vous prenez par exemple un texte littéraire et que vous essayez de l'analyser à travers le contexte, le microcosme littéraire du roman, vous allez vous induire en erreur. Parce que derrière cet énoncé qui est le roman, il y a un grand énoncé macroscopique qui est la société dans laquelle a été créé le roman, les conditions dans lesquelles ont été créées, les circonstances dans lesquelles a été créé ce roman, ce texte littéraire. Donc, c'est vrai, mais en quelque sorte, ça ne devrait pas être pris comme approche ou comme vision individuelle sans se référer aux autres. Parce que, d'ailleurs, vers la conclusion, vous allez comprendre que toutes ces approches sont de différentes visions qui touchent le texte littéraire, mais qui sont des visions complémentaires et interindépendantes. Oui, elles sont Complémentaires et interindépendantes. Donc, vous avez, parmi les approches les plus pertinentes de la théorie structurale, vous avez la narratologie. La narratologie, c'est l'étude des techniques du récit. Donc, du moment qu'on parle de récit, on parle de narrateur, les focalisations du narrateur, les positions du narrateur et la relation du narrateur. Vous avez en quelque sorte 12 positions qui touchent à cet élément, cette variable qui est le récit. Vous avez le temps et l'espace. Le temps et l'espace, ce qu'on appelle la diégèse, la trame spatio-temporelle. La trame spatio-temporelle. Vous avez les modes du récit, la fréquence, la vitesse, et vous avez les voix, ce qu'on appelle la polyphonie. Plusieurs D'accord. narratives. Donc, la narratologie distingue l'histoire, le contenu, du récit qui est le discours. Ouais. D'accord. Le récit est une représentation d'événements. Donc, vous avez l'exemple dans L'étranger de Camus, l'usage du passé composé au lieu du passé simple crée un effet de discontinuité temporelle, isolant Meursault dans un présent absurde. Bien sûr, le passé composé, de par sa structure, c'est un temps composé qui a la signification de l'antériorité, Oui. toujours, par rapport à une action qui est formulée à un temps simple qui vient par la suite, dans son contexte. Donc, Meursault est piégé dans une antériorité absurde. Il vit dans le passé. Ma mère est morte. Aujourd'hui, peut-être hier. Oui. D'accord? Donc vous voyez bien que cette atemporalité, à travers le passé composé, à travers l'usage du passé composé, l'emprisonne dans une antériorité presque constante à travers le récit. L'énonciation, définition, c'est l'analyse des traces du sujet dans son énoncé. Nous allons bien sûr étudier les déictiques et les modalisateurs. L'énonciation, en bref, c'est étudier qui parle, à qui et dans quel contexte. C'est le dessin du récit, du texte littéraire. C'est la photographie du texte littéraire, l'énonciation. C'est-à-dire ce que vous pouvez percevoir dans une réalité, dans une situation réelle, à travers vos sens, à travers votre vision, votre ouïe, votre odorat, vous pouvez le percevoir dans le texte littéraire à travers l'énonciation. C'est la détection des dimensions du texte littéraire. Vous avez comme exemple l'usage du nous dans le début de Madame Bovary marque une intrusion du narrateur témoin qui disparaît ensuite. Oui.
témoin qui disparaît. Donc, le nous, est-ce que ici, c'est un nous amplificateur ou c'est un nous de personne? Donc, c'est le contexte, c'est l'énoncé qui va le révéler. Donc, ici, nous avons une petite activité. Donc, un extrait du Père Goriot, d'Honoré de Balzac. La pension Vauquer, rue Neuve Sainte-Geneviève, entre le quartier latin et le faubourg Saint-Marceau. Dès le seuil de la maison, on respire une odeur de vieux, une odeur enfermée qui prend à la gorge. Le salon où l'on dîne est une pièce longue, éclairée par 2 fenêtres donnant sur la rue. Les meubles sont découverts d'un velu d'usage, les murs suent la crasse, la table couverte d'une nappe usée porte des couverts ternis. La maîtresse, Madame Vauquer, a le regard jaune des vieilles filles. Elle dit à ses hôtes, ici, vous êtes chez vous. Mais Rastignac, le jeune étudiant, regarde autour de lui et pense, c'est ici la fosse commune des misères. Donc, pour analyser les indices spatiaux, selon l'approche narratologique, selon Gérard Genette, donc, ça révèle comment la description de la pension, donc vous avez ici la description de la pension Vauquer, c'est le lieu. Rue Sainte-Geneviève, est aussi un lieu entre le quartier latin et le faubourg Saint-Marceau. Ça, c'est une situation. C'est en quelque sorte le zéro du repère. Sur un repère de temps et d'espace, sur un repère à 2 axes, vous avez facilement ici, vous pouvez facilement déceler où se situe le début du narrateur, le début de la narration, du lieu de la narration. C'est la pension Vauquer, rue Sainte-Geneviève, entre le quartier latin et le faubourg Saint-Marceau. C'est le point de départ. Donc, ici vous le trouvez. Donc, l'étudiant, vous avez les personnages qui sont la maîtresse, Madame Vauquer, et le jeune Rastignac. Est-ce qu'ils tiennent des propos ici? Oui, vous avez un propos ou discours direct. Ici, vous êtes chez vous. Mais Rastignac, le jeune étudiant, regarde autour de lui et pense, c'est ici la fosse commune des misères. Donc ici encore un discours direct. Ici pour vous faciliter l'analyse, nous allons dire quelle est la focalisation du narrateur. Il y a 3. Elle est comment? Il y a 3. Il y a une seule focalisation. Oui, mais il y a 3, enfin, rappelez-vous. Il y a 3. Zéro. Total. Il y a interne, externe et omniscient. Omniscient. Elle est comment? La focalisation ici. Elle est omnisciente. Pourquoi? C'est tout. Quel est l'indice qui montre que le narrateur ici est omniscient? On a l'impression qu'il sait tout. On n'a pas droit d'avoir de l'impression. Ah d'accord. Donc si on constate qu'il sait Parce tout. qu'on s'est mis d'accord que c'est Oui. une approche structurale. Oui. Donc aller chercher dans la structure. Alors là, il sait tout. Il raconte comme s'il était. Quel est l'indice qui montre qu'il sait tout? Ici, par exemple, vous avez, je peux vous donner un exemple. Il y a un seul indice. Il pense. Pense, voilà. merci. Merci. Donc, Voilà. autour de lui et pense.
il parle de pensée, donc il sait. Donc, aller chercher dans la structure les verbes, les indices qui montrent que le narrateur est omniscient ou est externe ou est interne. D'accord? Sinam, ça fait Je ne vais pas trop m'étaler parce que l'essentiel c'est de comprendre schématiquement la logique de chaque théorie, de chaque approche. Finalement, vous pouvez facilement trouver n'importe quel cours sur le net qui vous expliquera des concepts de base de tout l'art. Mais ce qui nous intéresse le plus à travers ce séminaire, c'est de sortir avec une idée générale sur l'ensemble des théories, comment la théorie conçoit le texte littéraire et comment elle tente de l'approcher. D'accord? C'est le plus important, parce que dans votre travail de thèse, dans votre travail de mémoire, de thèse et d'article, Inch'Allah, ce qui vous intéresse le plus, c'est de savoir à travers la lecture, parce que je sais que vous êtes déjà à votre vous n'êtes qu'à votre première année. Vous êtes en deuxième année. Vous avez choisi vos corpus, mais sur un corpus de 2 ou 3 ou 4 ou 5 romans, vous n'allez pas travailler sur l'intégralité du texte. Vous allez chercher ce qu'on appelle un corpus de sélection. Et sur le corpus de sélection, ça doit être assez consistant pour pouvoir faire une thèse. C'est ça. C'est ça le souci. Donc, à travers votre première, deuxième, troisième lecture, vous pouvez facilement, si vous avez une idée des théories, de la logique, de la problématique, de l'objectif de chaque théorie et de les approches qu'elle adopte, vous pouvez facilement détecter le corpus de sélection qui sera assez consistant pour créer une thèse. Parce que si vous finissez sur un roman, on va dire, de 300 pages, et que vous choisissez, par exemple, la description, si on a donné l'exemple de Mohammed Dib, et que vous cherchez la description chez Mohammed Dib, et que vous finissez avec un corpus de sélection de 3-4 pages qui contiennent de la description, ce n'est pas assez consistant pour créer un article. Bien sûr. Donc, Ça doit être riche. le phénomène, la variable que vous cherchez dans votre... Très présente. doit être assez présente pour pouvoir chercher quelque chose, pour pouvoir nourrir une problématique. On a déjà une idée sur ce qu'on cherche et on en trouve. Personnellement, j'en ai trouvé ce que je cherche. Sauf que pour écrire et pour synthétiser, pour puiser et pour mettre en relation les citations avec ce que je vais analyser, nous n'avons pas encore trouvé le temps de le faire. On était en formation. Donc, on est toujours en plus, il y a des notions qu'on a vraiment oubliées. Les formalistes, les approches critiques. Eh ben, j'espère des que... choses qu'on a vraiment oubliées parce que ça date de très longtemps. Ça date de très longtemps. Ben, j'espère que ce séminaire vous sera utile. Oui, c'est un bon rappel sur nous. Oui. Donc, la grammaire du texte, l'étude des structures syntaxiques. L'étude des structures syntaxiques et logiques qui organisent la cohérence textuelle, connecteur, anaphore, progression thématique, isotopie. Et lorsqu'on parle d'isotopie, isotopie, c'est-à-dire iso égale topie, structure. Donc, les structures qui se ressemblent. Les structures qui se ressemblent. Donc, le texte est un objet linguistique avant d'être littéraire. Ça, on a tendance à l'oublier, c'est-à-dire on ne cherche que l'esthétique dans la littérature, alors que la littérature est, avant d'être un phénomène esthétique, elle est un phénomène communicationnel. Exactement. On use de la littérature quotidiennement dans notre vie, en tant que style, non pas en tant que genre. D'accord? Donc, le texte a une grammaire, c'est-à-dire des règles de construction. Je cite Grémas. Nous avons un petit exemple. L'organisation thématique suit une progression linéaire. Je prends toujours le texte de Mohammed Dib. Omar sur le seuil. Donc, vous avez le thème et le rêve. Donc, ces couples c'est une logique grammaticale. Donc, toujours, il y a un thème et un rêve. Donc, Omar sur le seuil, le rêve, il regarde, pense. Donc, vous voyez bien que le rêve de Mohammed Dib
est basé sur l'action et non pas sur la description. Regarde, pense. Son père, absence. Vous n'allez pas trouver la description de son père dans le roman, dans le texte. Dès le moment que vous comprenez cette logique grammaticale, vous allez facilement faire une analyse grammaticale du roman de Mohammed Dib, qui est basé sur l'action qui est un fondement de la grammaire. Donc les connecteurs temporels, alors, puis maintenant, scandant l'évolution, une isotopie de la perception sensorielle traverse le texte. Donc, je cite ce que je trouve chez Mohammed Dib comme verbe: regarder, surpris, entendu, guettant, sentir. Donc, tout ça, ce sont des actions, qu'ils soient des participes, des verbes conjugués ou des verbes à l'infinitif. Ça, c'est toujours, parce que dès qu'on parle de verbe, on parle forcément d'action. Donc la stylistique structurale, c'est une approche formaliste, mais on a la stylistique structurale, la stylistique comme structure. Donc l'étude des écarts par rapport à la norme linguistique, vous avez les figures, les rimes, les sonorités, parce que la structure, l'étude structurelle s'intéresse dans ce contexte-là de stylistique, s'intéresse à la sonorité. La rime qui est une figure de style. Oui. D'accord. La sonorité, la phonétique et phonologie fait partie des approches structurales. Donc la stylistique structurale mesure les régularités et les déviances dans l'organisation formelle du texte. Le style, je cite Léo Spitzer, le style c'est l'homme, mais l'homme comme structure. Vous avez comme exemple l'extrait toujours de Mohammed Dib. L'extrait présente une structure binaire récurrente, dedans, dehors. Maison, rue. Obscurité, lampe. Donc, quand vous cherchez ces couples-là, et comment ils sont exploités dans le texte, dans le récit, vous allez forcément finir par trouver des interprétations. On va zapper l'activité parce que apparemment 1h30, 16h30, c'est la limite. Donc, la pragmatique, la théorie pragmatique. Donc, nous avons parlé de génétique, d'écrivain, nous avons parlé de structure, de la structure textuelle, et maintenant la pragmatique qui n'est pas vraiment une approche structurelle, elle est une approche à part, l'approche pragmatique. C'est une approche dans la problématique et comment le langage littéraire agit-il sur le lecteur et sur le monde, parce que pour schématiser la pragmatique, face à chaque énoncé, il y a un acte locutoire et un acte illocutoire à travers chaque énoncé. Vous avez un acte locutoire et un acte illocutoire. L'acte locutoire, c'est de formuler la structure que vous entendez, que vous voyez et que vous pouvez lire. D'accord? L'acte illocutoire, c'est quoi exactement? C'est ce que vous sentez, ce que vous interprétez, sans pouvoir trouver dans la forme, mais qui existe réellement. C'est-à-dire, ça ne relève pas de la psychologie, ça relève de la pragmatique. Exemple. Est-ce qu'une question est toujours une demande? Donnez-moi l'exemple. Un exemple d'exception. C'est-à-dire, je vous dis, à quelle heure vous venez? Ça, c'est une question. C'est une demande. Décrivez la bouteille. Décrivez la bouteille. Non, la question, c'est la demande formulée sous forme d'une question. Si je vous dis, par exemple, venons en retard, je vous dis, madame, à quelle heure commence le séminaire? Quelqu'un qui viendrait maintenant en retard, de 20 minutes ou de 30 minutes, il frapperait à la porte, il entrerait et je lui demanderai à quelle heure commence le séminaire. Est-ce que vraiment ici je demande à quelle heure commencerait le séminaire? Mais non,
Vous lui dites pourquoi vous êtes en retard. Pourquoi vous êtes en retard? Ah. Ou je suis en train de lui... Entrez. De lui rappeler. Oh, subhanallah. Salam wa barakatuh. La kharj. Le balish. D'accord? Donc, je disais que dans ce contexte-là, la question est devenue une expression de mécontentement. C'est ce qu'on appelle un acte expressif. Donc, l'illocutoire, c'est ce qui n'est pas suggéré par la structure, mais qui est suggéré par l'illocutoire de la structure. Et sous-entend autre chose. Sous-entendre, ça c'est un autre. Vous avez l'acte illocutoire, et vous avez les actes perlocutoires. Les actes perlocutoires, c'est ce qui présuppose et sous-entend. Présuppose et sous-entend. Le présupposé, c'est une relation logique, mais le sous-entendu est parfois logique et parfois non. C'est-à-dire, nous devons revenir toujours vers l'intention du locuteur pour pouvoir comprendre si ça sous-entend ceci ou non. Par exemple, si je vous dis le professeur n'est pas encore venu, le fait d'utiliser encore suggère qu'il doit venir, qu'il est censé venir. D'accord? Ah, le fait que vous dites il est en retard, ça c'est votre interprétation. Oui, c'est ce que vous croyez que l'acte locutoire sous-entend. Ah, maintenant, vous devez revenir vers le locuteur et lui demander est-il en retard? Et lui, il va vous dire il est en retard ou il n'est pas en retard, et ça confirmera ou infirmera votre interprétation. Mais la relation entre l'acte locutoire et le présupposé, c'est une relation logique. Donc, l'objectif, c'est d'analyser les actes de langage dans le texte, promesse, menace, constat et question. Étudier la dimension illocutoire des énoncés littéraires, comprendre comment la littérature transforme le rapport du lecteur au réel, c'est-à-dire la pragmatique à chaque fois que vous utilisez, par exemple, je vais citer un article que j'ai publié il y a 2 ans, 3 ans d'ici. Oui, d'accord? Lorsqu'on dit les blessures du soleil, par exemple. Blessures du soleil. Blessures du soleil, c'est un titre de roman. Blessures du soleil, ça sous-entend, ça présuppose que dans un pays de soleil, par rapport à... Parce que vous devez toujours, dans un acte, dans une approche pragmatique, supposer qu'il y a des antagonistes de communication, dans la communication. Vous avez un destinateur et un destinataire. Le destinataire, dans ce contexte-là, et généralement dans le contexte du roman francophone, un Français. Parce que c'est adressé vers un Français ou un francophone. Un Français de souche ou un francophone des colonies, on va dire. On va dire des colonies françaises. Lorsqu'on parle de blessure du soleil, le soleil, qu'est-ce qu'il invoque dans les colonies? Non, qu'est-ce qu'il invoque dans une culture francophone? L'indépendance. Non. Dans les colonies? Non. Comme dans le soleil des indépendances. Le soleil des indépendances. Il faut chercher ce qu'invoque le mot. Sous-entend l'indépendance des colonies africaines. Ah si, dans le livre, le soleil des indépendances, c'est ça. Non, il faut chercher dans la culture, on va dire, idiomatique du mot soleil. Le mot soleil invoque quoi? Invoque les pays. Partir au soleil. La mer? Oui.
c'est les vacances, c'est les pays de soleil, les pays du soleil, c'est les ex-colonies, parce que il fait beau pour un Européen, pour un Français, lorsqu'il vous dit il fait beau, c'est le soleil, d'accord? Donc le soleil invoque l'outre-mer, ce n'est pas l'Europe. Le soleil n'est pas l'Europe. Le soleil, c'est l'outre-mer. C'est-à-dire, c'est les colonies, c'est les pays de vacances, ce n'est de toutes les façons, l'Europe n'est pas le soleil. C'est l'Afrique qui est le soleil. Donc, blessure du soleil, dans ce contexte-là, c'est une image de la colonie comme étant un pays de blessure. Et non pas l'inverse. Comment? Et non pas l'inverse. Parce qu'il y a le mot blessure. Il y a le mot blessure. Il y a le sous-entendu du mot blessure et le sous-entendu du mot soleil. Pas le sous-entendu, mais le présupposé du mot soleil. Parce que le mot soleil, dans une culture occidentale, c'est forcément l'outre-mer. C'est l'Afrique. C'est les tropiques, c'est les pays de vacances, c'est les colonies. Donc, ce n'est pas l'Europe. Il y a un téléphone qui vibre. Donc, ce sous-entendu va forcément donner l'image d'un pays qui est beau, mais blessé. À travers seulement l'intitulé, seulement le titre. Donc, il faut chercher l'objectif, il faut chercher à analyser l'acte, mais l'acte non pas par rapport à la structure, mais par rapport à ce qu'il interpelle comme autre structure. Nous sommes toujours dans la structure, parce que ce que vous allez faire en cherchant le mot soleil, vous allez chercher dans le dictionnaire, dans les expressions idiomatiques, dans la culture européenne, dans la culture du locuteur et la culture du récepteur. Parce que le récepteur ne va interpréter ce qu'il entend du destinateur qu'à travers ce qu'il a comme culture. Ce que détermine Kirbra Orkioni comme les compétences culturelles et linguistiques de part et d'autre de la communication. Vous avez des compétences culturelles et linguistiques du locuteur et des compétences culturelles et linguistiques du récepteur. Et lorsque ces compétences sont à peu près proches, qui est le cas ici, un écrivain qui écrit en français, pour un Français ou un individu, un lecteur de culture francophone, ce qu'il va comprendre du soleil, c'est la colonie, c'est le pays, l'ex-colonie ou le pays de vacances, ou le pays où on part pour passer des vacances, où il fait beau. Il fait beau, c'est le soleil. Dans la culture de l'occidental. Donc, à côté de ça, vous avez blessure, donc la blessure de la colonie. Rien qu'à travers l'acte ce qu'il invoque comme structure non dite. Donc, vous avez les théoriciens, vous avez Austin et Steele, vous avez Pierre Bourdieu, également qui est un sociologue, vous avez Dominique Minguenot et Umberto Eco. Donc, selon Austin, dire c'est fait. Donc, lorsque vous dites quelque chose, vous avez forcément fait quelque chose, c'est-à-dire vous avez convaincu à travers votre dire. Donc, les approches. L'analyse des actes du langage, ce que nous avons évoqué à l'instant. Donc, définition. Chaque énoncé accomplit un acte affirmé, promettre, ordonner, questionner, menacer. L'analyse identifie la force illocutoire des énoncés littéraires et leurs conditions de félicité, le contexte qui rend l'acte aussi ou non. L'acte illocutoire est ce que l'on fait par le fait de parler. C'est-à-dire l'impression que vous donnez par le fait de parler. Parfois, rien qu'en... Ça relève de la pragmatique, mais c'est la pragmatique plutôt phonétique, on va dire. Rien qu'en haussant le ton, on donne deux interprétations
au même énoncé. Un bonjour n'est pas un bonjour dans tous les cas. D'accord? Bonjour et bonjour, ce n'est pas le même bonjour. Oui. D'accord? Donc ce que vous faites à travers le dire, ce que vous accomplissez à travers le dire, change selon que ce dire est contextualisé dans une certaine situation. Nous avons donné l'exemple de la question. Lorsque je pose la question, quand est-ce que commence le séminaire dans une situation et que lorsque je la pose dans une autre situation de retard, ça part de la question, de la demande, vers l'expression, c'est-à-dire ça devient ça devient plus une question, mais un acte expressif pour exprimer le mécontentement. Donc, je donne l'exemple d'un extrait de Tahar Ben Jelloun dans L'Enfant de Sable de 1985. Le père Haj Ahmed réunit les témoins pour déclarer « Ceci est ma fille, Ahmed ». L'énoncé est performatif. Performatif, c'est-à-dire qu'il transforme une fille en garçon par la seule force de la parole. C'est-à-dire, il a choisi de faire de sa fille un garçon par la seule force de la parole. Il avoue, il admet que c'est une fille, mais il lui donne le nom de Ahmed. Donc, ici, c'est un acte performatif. Je dirais même que c'est un acte performatif, c'est ordonné. Performatif, c'est ordonner à quelqu'un de faire quelque chose. C'est-à-dire, je dirais même que c'est un acte de menace. Tu dois être Ahmed, sinon. Oui. D'accord? Donc, ici, nous n'allons pas trouver de menace, de structure de menace, structurellement parlant. Il n'y a pas de structure visible de menace, mais c'est l'acte pragmatique qui fait que ça soit une menace. Donc, l'analyse des implicites de la coopération interprétative, définition, le texte littéraire ne dit pas tout, il repose sur des implicites présupposés et sous-entendus. Donc, l'exemple toujours, l'absence dans cette aveuglante absence de lumière, le narrateur prisonnier du bagne de Tezmamart dit « On nous a appris à mourir, ce n'était pas dans le programme. » L'implicite est double. On nous a appris à mourir. Ici, dans ce contexte-là, il y a un contexte ironique. Donc, apprendre à mourir, est-ce que réellement on apprend à mourir? Non, on meurt directement. On meurt directement. On meurt sans d'ailleurs, personne ne... D'accord, personne... Donc, le présupposé ici, c'est quoi? C'est la souffrance. La souffrance, oui. C'est la souffrance. C'est-à-dire, on nous a appris à admettre à mourir. Oui. Admettre de mourir. Donc, le présupposé ici, c'est un présupposé logique. Le fait admettre quelque chose, c'est-à-dire avoir l'habitude de faire cette chose au point de ne pas exprimer un mécontentement ou un refus. Donc, dans ce contexte-là, le présupposé, c'est la souffrance. Quelqu'un qui admet de mourir, c'est qu'il est souffrant. Oui. D'ailleurs, prenez l'exemple d'un malade qui est agonisant, donc il admet de mourir. C'est ça les actes implicites. Donc, je passe les activités parce que... Donc, théorie post-structuraliste. La théorie post-structuraliste. Nous sommes déjà à presque 1 heure de théorie post-structuraliste. La problématique de la théorie, c'est de comment le texte dérange-t-il ses propres structures. Parce qu'avec le structuralisme, nous avons vu que c'est le texte clos sur lui-même et par lui-même.
on ne peut interpréter le texte que par le texte même. Maintenant, ces structures, les structures dérangent, c'est-à-dire, on va dire, si je puis dire, que le structuralisme est une approche centripète. Centripète, c'est-à-dire qui converge vers le centre d'elle-même, texte. Alors que le post-structuralisme a tendance à être centrifuge, aller vers l'extérieur du texte. Il y a des structures du texte même qui suggèrent des structures extratextuelles. Nous avons l'intertextualité, nous avons la sociocritique, la mythocritique, la géocritique. Tout ça, ce sont des approches post-structuralistes. C'est-à-dire, nous partons de la structure, c'est vrai, la structure elle est très importante, mais en dehors de la structure, il y a forcément des approches qui nous suggèrent d'interpréter le texte. Donc, l'objectif est de déconstruire les oppositions binaires, montrer que le texte dit toujours plus ou moins que ce qu'il veut dire, révéler les apories, c'est-à-dire les contradictions logiques du texte. Les contradictions logiques du texte. Et moi, sincèrement, je suis très post-structuraliste. Parce que le texte est très important. La structure, elle est très révélatrice. Mais ne se focaliser que sur la structure va vous induire en erreur. Parce qu'en dehors de la structure, il y a des éléments qui ont fait que cette structure a ou ait du sens. Donc, le post-structuralisme, nous avons, pour faire la différence entre structuralisme et post-structuralisme, le structuralisme considère le texte comme un système clos, ce que je viens de dire, aux lois universelles et stables. À l'opposé, le post-structuralisme rejette cette idée. Il déconstruit l'idée d'un sens unique, affirmant que le sens est mouvant, pluriel et dépendant des contextes. C'est sûr. Surtout en littérature. C'est-à-dire dire que le structuralisme est très important. Il y a une structure. Cette structure, elle régit le sens. Elle a forcément on va dire une autorité sur le sens. Mais que rendre cette structure, la rendre close, qui n'a aucune relation avec le hors textuel, c'est faux. Donc, partir du structuralisme pour aller vers les approches post-structuralistes. Donc, les approches, vous avez l'exemple de la sociocritique. La sociocritique étude des rapports entre texte et idéologie. Le texte n'est pas miroir. Il faut, rien que pour marquer une petite parenthèse, il faut faire la différence entre la sociocritique et la sociologie de la littérature. Ce n'est pas la même approche. La sociologie de la littérature est une approche de la théorie de la réception. Ce n'est pas la sociocritique. D'accord ? Donc, je continue. Il absorbe, c'est-à-dire le texte, il absorbe, déforme, contredit les discours sociaux de son époque. Je cite Edmond Cross, le texte est un lieu de production de l'idéologique. C'est-à-dire que dans le texte, il y a une société. Cette société c'est un microcosme. C'est un microcosme qui a son idéologie, qui a ses structures, qui a ses doctrines, qui a ses mœurs, qui a sa pensée, mais qui relève forcément de la société en dehors du texte. Société de l'écrivain, de l'auteur, entre guillemets, ou du récepteur. Oui. Donc, toujours dans l'extrait de Dib, l'extrait de la Grande Maison, Dib confronte plusieurs discours sociaux. Le discours des femmes, ils sont tous tombés là-bas. Représente la rumeur populaire non officielle féminine, c'est-à-dire cet aspect-là
de la réunion des femmes, de la tourmente, sur l'absence des hommes dans le contexte de la révolution. Ce n'était pas un contexte de révolution, mais un contexte de colonialisme. C'était une idéologie, un aspect, on va dire un portrait de la société réelle. Donc, c'est pour ça que je vous dis que elle est centrifuge. Elle part de la société du roman vers son expansion vers la société réelle. Alors que le structuralisme est centripète. Il va prendre la société du roman telle qu'elle est, il va analyser les structures sans vous parler d'aucune société en dehors du texte. Il est centripète sur lui-même. La géocritique, analyse des représentations de l'espace dans le texte. L'espace n'est pas un décor, mais un actant. D'accord ? Il structure les relations sociales, les mémoires, les identités. C'est une approche transdisciplinaire, géographie, littérature, urbanisme, etc. Donc, je cite Bertrand Westphal. Oui. L'espace est un personnage du récit. L'espace est un personnage. Certainement que l'espace n'est pas un personnage sur le plan narratologique. Sur le plan narratologique, nous ne pouvons pas considérer, du moment que cet espace ne tient pas de discours, n'a pas d'action, ou n'est pas un potentiel actant dans le récit, on ne peut pas le considérer comme un personnage sur le plan narratologique. Oui. Mais sur le plan géocritique, il a l'aspect du personnage, parce qu'il influe, il modifie le récit selon qu'on choisit un certain espace ou un autre. Donc, il est un actant dans le récit, même s'il n'est pas sur le plan narratologique un personnage. Donc, nous avons l'exemple, l'opposition spatiale structurante et la rue, l'espace public, dangereux, lieu de rumeur, toujours dans l'extrait de Dip. La maison, elle est espace privé, pauvre, mais protecteur, lieu de silence. Donc, à chaque espace, son caractère et ses caractéristiques. Oui. Donc, à vous de trouver comment les discours, les actes, les descriptions changent selon l'espace. C'est ça la problématique de la géocritique. La mythocritique, c'est l'étude des mythes. Et là, je peux me permettre de poser la question, qu'est-ce que vous entendez par mythe ? Croyance. Non. Parce qu'il y a une petite nuance dans le mot croyance, mais la parenthèse, j'ai tendance à ouvrir trop de parenthèses, monsieur parenthèse. Je vois que vous êtes fatigué, ça. Vous n'êtes pas du tout motivé. C'est très intéressant. Au contraire, au contraire, on se retrouve, les termes ou notre monde de ta littérature et tout. Non, on dit tactique. C'est ici qu'on se retrouve. Seulement, c'est vrai qu'on est vraiment claqués. Allah yahsin alaykum. Faire le voyage, se lever. Oui. Là, vous allez me laisser par la suite, Inch'Allah, vos courriels. Je vais vous envoyer le cours. Je vais vous envoyer le lien, Inch'Allah, le séminaire en entier, l'enregistrement. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. On va nous guider à ce niveau. Parce qu'on va coincer, c'est sûr. Le module Écoute la petite nuance, nous la parenthèse, la petite nuance du mot croyance, le verbe croire. Le verbe croire a une charge sémantique de doute. Oui. Dans ce contexte-là, le verbe croire est assimilé souvent dans on va dire la culture francophone, est assimilé souvent à on va dire la religion. Oui. Oui. Croire en Dieu. Tout ce qui est métaphysique. Donc tout ce qui est métaphysique, c'est croire. Alors que le contexte, c'est-à-dire pour changer, et là l'influence de la culture sur la structure. Ce qui ne colle pas du tout dans ce contexte-là, dans ce contexte de mythe, c'est qu'on parle de croyance. Le mythe est une croyance, certainement. C'est une croyance, c'est-à-dire il est synonyme de doute, synonyme souvent de paganisme, parce que le mythe
le berceau du mythe, selon Mircea Eliade, c'est l'explication du phénomène selon une vision païenne. C'est l'explication du phénomène. Lorsque vous prenez par exemple dans la mythologie grecque, Zeus, on va dire Zeus. Zeus, c'est le dieu de la foudre. Oui. C'est le dieu de la foudre. Dieu de la foudre, c'est pour expliquer un phénomène. Un phénomène naturel. Narcisse, toujours un phénomène psychologique. Oui. C'est un mythe pour expliquer un phénomène psychologique. Exactement. Parfois philosophique, parfois existentiel, philosophique. Oedipe, Oedipe, oui. Sisyphe. d'Oedipe. Le mythe de Sisyphe. Vous connaissez le mythe de Sisyphe? Non. Non, ça ne nous dit rien. Le mythe de Sisyphe, celui qui est châtié par d'escalader un rocher lisse et de monter et de descendre sans pouvoir pour l'éternité. Ça ne me dit rien. Dans le mythe de Sisyphe, c'est en quelque sorte une explication de l'existence, c'est-à-dire l'absurde de l'existence. Entre guillemets, bien sûr. Là, on n'est pas d'accord avec cette explication. Mais c'est une façon païenne d'interpréter un phénomène, ou expliquer un phénomène naturel, psychologique, philosophique, de pensée. Donc, c'est ça le mythe. Donc, l'étude des mythes, je ferme la parenthèse et je reviens à mon cours, l'étude des mythes qui traverse la littérature, figure de l'orphelin, le retour du périple, et là, restons toujours dans le cadre du texte de Mohammed Dib, lorsque Omar cherche son père, le père est parti pour un voyage de non-retour, Oui. pour un périple. Et là, ce qui vous vient à la tête, comme périple, comme voyage périlleux, le mythe, par rapport au mythe, bien sûr. Par rapport au mythe. On va dire l'Odyssée d'Homère. L'Odyssée d'Homère. Dans la mythologie grecque. L'Odyssée d'Homère. Le voyage d'Ulysse. Oui, voilà. Voyage d'Ulysse. Voyage d'Ulysse. Ah. Ulysse. Donc, voyage d'Ulysse. Voyage d'Ulysse, c'est un périple. Donc, ça, c'est un mythe. Un mythe en relation avec l'histoire, avec le récit littéraire. L'intertextualité. L'intertextualité, l'intertextualité désigne l'ensemble des relations qu'un texte entretient avec d'autres textes. Citation, allusion, plagiat, parodie, pastiche. Influence. Donc, tout texte se construit comme une mosaïque de citations absorbant et transformant d'autres discours. La problématique de l'intertextualité est que comment un texte littéraire se nourrit-il des textes qui le précèdent? La logique est relationnelle, aucun texte n'est jamais originel ou isolé. L'intertextualité déplace la question de la création vers celle du recyclage et de la transformation. Donc chaque texte est une transformation soit par citation, soit par plagiat, soit par pastiche, soit par parodie d'un autre texte. Même dans les titres des romans. Vous allez trouver tous les textes sont des retextes. Comme le dernier jour d'un condamné de Victor Hugo. Oui. Et le dernier jour du Raïs de Yasmina Khadra. C'est de l'intertextualité. C'est de l'intertextualité. Et d'ailleurs, on lui a posé la question, pardon. Donc Julia Kristeva, je cite Julia Kristeva, qui dit que tout texte se construit comme mosaïque de citations, tout texte est absorption et transformation d'un autre texte. Donc l'intertextualité, l'origine, c'est la polyphonie de Bakhtin. Donc Kristeva a créé ce néologisme qui est l'intertextualité, a créé l'intertextualité, on l'appelait la polyphonie, c'est-à-dire la résonance des autres voix dans le texte.
Donc, selon Genette, l'intertextualité, il a créé les types d'intertextualité selon Gérard Genette. Vous avez l'intertextualité, la paratextualité, la métatextualité, l'architextualité, l'hypertextualité. Bien sûr, ce n'est pas le moment, ni le temps ni l'occasion d'expliquer tout ça. Je vais vous l'envoyer par la suite pour pouvoir réviser ce que vous avez déjà eu le temps d'oublier. Oui, d'accord. Donc, vous avez la forme de citation, allusion, plagiat, parodie, pastiche. Cherchez. Donc, l'objectif de cette approche, c'est de chercher où est le texte dans le texte. Le texte dans le texte. Ce n'est pas évident. C'est de la mise en abîme, c'est ça? Le texte dans le texte. Le palimpseste, ce qu'on appelle le palimpseste. Palimpseste. C'est pas l'enchâssement. C'est l'enchâssement, oui. C'est l'enchâssement. C'est surtout l'image du palimpseste, c'est lorsque vous écrivez quelque chose, surtout sur une tablette, sur une tablette, et que vous effacez, et que vous réécrivez, puis vous effacez. Vous avez ces lignes qui, comme une matrice qui paraît au fond de la tablette. C'est ça le palimpseste. C'est ça le palimpseste. Je vous épargne l'activité. J'étais trop ambitieux, venant trop ambitieux pour faire une très longue séance. Je vous ai trouvé lessivé. Donc, je vais vous épargner l'activité. Je vais vous épargner. Je vais vous épargner. Mais c'est pas grave. D'accord. Inch'Allah, on garde contact. Oui, bien sûr. On garde contact. On fait des activités. Vous m'envoyez ce que vous. Soit des activités par rapport à mon séminaire, soit par rapport à vos thèses. Exactement. Oui. Et on compte solliciter vos aides. Mais qu'est-ce que je veux dire? Donc, le formalisme russe, j'adore le formalisme russe. Donc, tout ce qui est en relation avec les mathématiques, voilà, c'est très. Vous étiez peut-être scientifique? Non, oui, si, j'étais scientifique, mais j'étais pas mathématicien. Okay. J'étais en médecine. Ok. Donc, problématique. Qu'est-ce qui fait d'un message verbal une œuvre d'art? Donc, je vous ai expliqué le formalisme dès le début. Le formalisme a une logique de fonction. C'est-à-dire, chaque fonction doit enclencher une fonction, non pas d'une façon déterminée, parce que ce n'est pas une science exacte, mais à chaque fois à l'image d'un algorithme. L'algorithme, c'est une fonction qui induit une autre fonction, une troisième, une quatrième, une cinquième. C'est pour ça que lorsque je vous explique un petit peu ce que tout le monde fait lorsqu'il scrolle, lorsque vous scrollez sur TikTok ou sur YouTube, vous allez choisir certains reels, certains short vidéos, certains types de short vidéos. Du moment que l'algorithme va constater que vous allez mettre j'aime sur certaines vidéos, il va enclencher un algorithme qui va vous faire suggérer que c'est ce genre de Reels. C'est ce qu'on appelle l'algorithme. D'accord? Donc, en littérature, les fonctions de prop fonctionnent dans ce contexte-là, dans cette logique-là. C'est-à-dire, vous avez le refus, face au refus, vous avez la rébellion. Vous avez l'oppression, face à l'oppression, vous avez la révolte. Vous avez l'amour, face à l'amour, vous avez je sais pas. Une fonction engendrante. Une fonction, face à chaque fonction, il y a une autre fonction de récit qui va l'enclencher. D'accord? Récit, fonction, ça enclenche une autre fonction. Ce n'est pas aussi déterminé que ça en littérature, mais ça fonctionne avec cette logique-là. Donc, l'objectif est d'étudier l'autonomie de la forme et le concept de la défamiliarisation. En quelque sorte, le formalisme vous aide à comprendre le phénomène littéraire d'une façon plus empirique.
plus empirique que le symbolisme ou l'herméneutique ou n'importe quelle approche qui est surtout plongée dans le sens et dans l'ésotérique. Donc, je cite Choklovski, l'art est un procédé pour éprouver l'objet en train de se faire. Vous avez la stylistique comme approche, définition, c'est l'étude des écarts par rapport à la norme linguistique et des effets de style. Le style est une variation sur la langue. Vous avez l'exemple dans le voyage au bout de la nuit. Lui faire dénoncer. Céline utilise une syntaxe éclatée et un lexique populaire pour briser la langue académique. Donc, la révolte, on va dire l'anticonformisme oblige à l'utilisation d'un lexique éclaté, un lexique qui n'est pas conforme, une syntaxe parfois par rapport à la lexicologie des néologismes. Donc, la forme en elle-même représente une fonction par rapport au sens. Donc, le procédé, c'est la défamiliarisation, la forme autonome et la stylistique. On va s'appeler. Donc, la théorie, nous sommes venus à la dernière étape de ce séminaire, la théorie de la réception. Donc, la problématique de la théorie de la réception est comment le sens du texte se construit-il dans l'interaction entre le lecteur et l'œuvre. Donc, ici, c'est le lecteur qui entre comme facteur dans l'interprétation de l'œuvre. Le lecteur qui est un aboutissement en lui-même du phénomène littéraire. Mais vous allez constater à travers cette théorie que le lecteur est un acteur dans la production de l'œuvre même. Dans la production, non pas de la structure, mais de l'interprétation du texte, de l'œuvre. Donc l'objectif, c'est d'analyser les structures d'appel du texte, les blancs, l'indétermination, le non-dit, étudier l'horizon d'attente des lecteurs, une époque distinguée, effet esthétique et interprétation. Donc le texte n'offre qu'un répertoire de schémas, le lecteur les actualise. Donc pour la théorie de la réception, vous avez les concepts de base, horizon d'attente, c'est l'ensemble des normes et attentes d'un lecteur d'une époque projetée sur une œuvre. Les blancs, les vides ou les silences du texte que le lecteur doit combler pour produire le sens. Le lecteur implicite, figure virtuelle du lecteur inscrit dans le texte par ses structures d'appel, et l'indétermination, zone foulée du texte qui laisse place à plusieurs concrétisations possibles par le lecteur. Donc les opérations de la théorie de la réception, c'est la concrétisation, la prise de conscience et la surprise. Vous avez les approches de la théorie de la réception, l'analyse des blancs et des déterminations. Le texte littéraire comporte des vides non dits, des ellipses, des silences que le lecteur doit combler. Ces blancs sont des instructions de lecture, ils appellent l'activité interprétative. J'ai prévu une activité, mais je vais vous la laisser pour la prochaine fois, Inch'Allah, quand on se tiendra en contact. Donc, vous avez ici le schéma, la carte conceptuelle de tout ce séminaire. On vous donne nos emails. Donnez-moi vos emails, je vais vous envoyer, Inch'Allah. Donc, en conclusion, l'enjeu du chercheur n'est pas de choisir une approche ou une théorie, mais c'est de comprendre la logique de chaque théorie et la méthodologie de chaque approche pour pouvoir savoir à travers sa lecture, la lecture de son corpus, où est l'approche